Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, célébration et bilan pour la monnaie locale, la Chouenne. Un budget participatif 2023 d'une valeur totale de 40 000 $ à Petite-Rivière-Saint-François. La corporation Lumière Images de Charlevoix présente l'exposition Action à Baie-Saint-Paul. La guignolée des médias, une façon de venir en aide à ceux et celles dans le besoin. Et enfin, le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul présente 2 expositions temporaires sous le thème des mathématiques. Bonne émission! C'était l'anniversaire de la monnaie La Chouenne cette semaine, l'occasion de dresser un bilan pour la Chambre de commerce. Nous vous présentons un compte-rendu de l'événement. Le bilan de la première année d'existence de la monnaie locale, La Chouenne, est encourageant selon Joanne Côté, directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix. On a non seulement atteint les objectifs, mais on les a dépassés largement. D'abord, en termes de nombre de chouennes en circulation, on espérait à la fin d'une année d'en avoir 250 000 et on est à 445 000 qui a été échangé. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et puis également, au niveau des marchands, on comptait qu'on aurait environ 100 à 125 marchands après une année. Et là, on est au-delà de 180. Donc ça aussi, on a dépassé nos objectifs. Fait qu'à ce niveau-là, c'est vraiment pour nous une très, très belle réussite. Le 22 novembre dernier, la Chambre de commerce de Charlevoix soulignait l'anniversaire de la Chouenne au camp Le Manoir. L'événement réunissait les partenaires, commerçants et utilisateurs de la monnaie. Plusieurs idées ont été acheminées au comité Charlevoix-Fort. Il est notamment question de sensibiliser la population à l'achat local. Au niveau des proportions, on s'aperçoit un an après qu'il y a un peu plus de commerçants qui acceptent la Chouenne dans l'Ouest que dans l'Est. Puis au niveau des utilisateurs, il y en a un petit peu plus dans l'Ouest que dans l'Est également. Donc les objectifs là, pour la prochaine année, ça va être d'augmenter les commerces dans l'Est et les utilisateurs dans l'Est. Parce qu'on s'aperçoit au final que la proportion de commerce d'un territoire à l'autre fait que c'est à peu près la même proportion en termes d'utilisation. Donc ça veut dire que plus il y a de commerçants, plus il y a d'utilisateurs dans les localités. L'objectif de la Chouenne est d'encourager l'achat local. À cet égard, ce qu'on appelle la vélocité de la monnaie joue un rôle important. La vélocité, c'est la vitesse à laquelle la monnaie circule. Donc, parce qu'une chouenne, un billet d'une chouenne, mettons, on la donne à quelqu'un d'autre. Donc là, elle est utilisée une seule fois. Bien évidemment, un billet n'est pas fait pour être utilisé une fois, il est fait pour être utilisé plusieurs fois. Donc la vélocité de la monnaie, c'est combien de fois elle circule de main en main. Donc moi, je paye par exemple mon coiffeur va payer son fournisseur, le fournisseur va payer son plombier, le plombier va payer ça. Et plus on fait d'échanges de monnaie, l'économie se porte bien parce que la monnaie circule de main en main et n'est pas bloquée dans un compte à dormir et puis au final, ça ne sert pas l'économie réelle. Comment la Chouenne fait-elle une différence dans le milieu? Ce qui est, je pense, intéressant dans cette notion d'achat local, c'est que forcément, les gens qui achètent local sont des convaincus. Donc, c'est possiblement ces mêmes gens-là qui utilisent la Chouenne. Par contre, quand le consommateur achète en Chouenne chez un marchand, le marchand va lui aussi être obligé d'acheter localement pour ses biens et services pour son entreprise. Des promotions verront le jour dans les prochaines semaines, dont une bonification de 10 % sur les 100 000 premières chouennes converties en format numérique à partir du 1er décembre. Dans le cadre de la campagne de Noël, chaque Charlevoisien va recevoir dans sa boîte postale une circulaire. Alors, les marchands vont pouvoir s'afficher dans cette circulaire-là, qui va bonifier encore là l'offre qu'on va faire aux Charlevoisiens dans le cadre de la campagne de Noël. Alors ça, c'est particulièrement intéressant. Non seulement on peut payer en chouenne, mais le marchand également va vous offrir possiblement des rabais supplémentaires. Donc, ça va aider encore là à faire ce que les bonnes Noël vont nous coûter un petit peu moins cher et que cet argent-là va contribuer à notre économie. Le comité poursuit son travail et invite la population à suivre sur les réseaux sociaux les développements de la première monnaie locale au Québec. La municipalité de Petite-Rivière-Saint-François
a annoncé un peu plus tôt cette semaine une bonification au budget participatif 2023. Le directeur général Stéphane Simard nous présente les détails. Stéphane Simard, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir. Commençons tout de suite par parler du vif du sujet. Suite au succès de 2021, c'est le retour du budget participatif 2023. Est-ce que vous pouvez nous nommer les éléments clés là, qui ont poussé la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François à poursuivre ce type de projet? En 2021, on avait eu un très beau succès. Là. Il y avait plusieurs dossiers qui ont été présentés. Et ça nous avait même amené, là, grâce au budget participatif et à d'autres fonds, à financer 3 projets là, qui sont maintenant en place. Et on sentait là, que la population avait des nouvelles idées, avait beaucoup apprécié, dans le fond, le format du budget participatif. Donc, c'est pour ça que le Conseil a décidé de répéter l'expérience là, en 2020. Tout à fait. Et pourquoi la valeur totale est bonifiée? On parle de quand même 40 000 $. C'est très intéressant. Oui, dans le fond, il y a eu une pause en 2022 et pour 2023, le Conseil a décidé de majorer le montant pour permettre la réalisation de projets d'un peu plus grande envergure ou de rendre possible souvent des projets qui sont trop gros pour un financement de 25 000. Donc, ça ouvre les possibilités sur des projets structurants pour la municipalité. Tout à fait. Et là, cette année, M. Simard, quelles sont les attentes face au type de projet qui pourraient être présentés? Bien, nous, on a ciblé des domaines dans lesquels on aimerait que les projets soient les loisirs, les sports et la culture. Pour ce qui est des attentes, le Conseil là, donne carte blanche là, aux résidents et aux organisations de la municipalité. Oui. Donc, on a hâte de voir les projets qui nous sont présentés. En gonflant la mise, là, on espère avoir des projets qui sont structurants pour le milieu, mais on a tout à fait confiance là, en l'originalité et en le type de projet là, qui pourrait nous être présenté par notre population. Tout à fait. Donc, au niveau de l'échéancier, quelles sont les dates importantes là, qu'on doit retenir dans les prochains mois? La première date qui est à retenir, c'est le 30 novembre. Donc, il y aura une séance par visioconférence là, sur Zoom où notre agente de développement économique répondra aux différentes questions touchant le budget participatif, le type de projet, si des gens ont des exemples ou veulent avoir un petit peu plus d'informations. Et par la suite, il y aura un accompagnement qui va être donné là, à ceux qui désireront. Mais la date là, qu'il faut retenir, la plus importante, c'est le 3 mars 2020, qui sera la dernière date pour déposer un projet complet à la municipalité pour que l'analyse et le à faire par la suite. Et on souhaite bien entendu que le projet soit réalisé en 2023. Exactement. Puis on rappelle aux gens qui nous regardent qu'il y aura vote des citoyens de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François pour le projet ou les projets du 3 au 7 avril 2023. C'est quand même bientôt. Est-ce que c'est un comment on dit, échéancier réalisable? Là? Parce qu'on sait que ça s'est vu dans la dernière année, mais est-ce que c'est réalisable pour cette année? Oui, on croit qu'en lançant ça là, dès le mois de novembre 2022, on laisse quand même plus de 3 mois aux gens pour structurer leur projet, d'en discuter, essayer d'aller trouver des partenaires, parce qu'on souhaite bien entendu participer à des projets d'envergure. Et s'il y a des partenaires, autres qui veulent s'ajouter à l'entour du projet, là, ça serait une très bonne chose. Ça laisse près de 3 mois aux gens pour présenter leur dossier. Et par la suite, si les votes là, se font là, au début du mois d'avril, on laisse par la suite là, tout près là, de 8 mois aux gens pour réaliser leur projet. Là. C'est pour ça. Donc, cette année, en débutant un petit peu plus tôt, oui, on s'assure d'avoir les coudées un petit peu plus franches, donner un petit peu d'oxygène là, aux gens qui vont nous présenter des projets et qui doivent là, y mettre un certain temps. Absolument. Alors, M. Simard, merci beaucoup. À la prochaine. Merci à vous. Bonne journée. C'était le directeur général de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, M. Stéphane Simard. La Corporation Lumière Images de Charlevoix dévoile l'exposition de ses membres à la bibliothèque René Richard. Nous avons rencontré son président, Herman Charret. Du 26 novembre au 29 janvier,
Le club photo de Charlevoix, La Clique, présente des photographies où le sujet est en mouvement, inspiré de la thématique action. L'action, comme tu l'as dit, c'est large. Alors, ça peut être du sport, ça peut être des gens qui font une activité culturelle, ça peut être une marche, tout simplement. L'action, c'est large. Donc, on a laissé libre cours à nos membres photographes du choix, effectivement, du thème, qu'est-ce qui correspondait au thème. Au total, 12 membres ont participé au concept et se sont prêtés au jeu. Ici, c'est 12 photographes et on a 66 photos en tout exposées. Et comme tu as pu le voir, ou quand les gens vont venir ici, vont pouvoir le constater, la façon de présenter le thème est un peu comme un retour au passé. Les créateurs ont mis en scène la soixantaine d'images afin de recréer l'effet de pellicule qu'on pouvait trouver autrefois. L'action capturée par l'appareil photo est une question de vitesse, selon le président du club, Herman Charret. Il y a une question de vitesse, une question d'ouverture pour s'assurer qu'on puisse prendre la photographie à la vitesse espérée pour ne pas qu'il y ait de flou. Quoique des fois, il y a des gens qui vont vouloir montrer le contexte flou. Alors, c'est de fixer dans le temps l'idée que l'on a par rapport à l'action que l'on veut montrer. L'émotion doit motiver la capture de l'image, ce qui permet un échange entre le spectateur et le photographe. Si cette photo-là te parle, c'est que c'est réussi. Elle vient atteindre l'objectif qui est qu'il y a de l'émotion. On regarde le résultat que le photographe a pu produire, puis de fil en aiguille, on se sent appelé par le contenu de l'image. Je dirais que ça, c'est réussi. Maintenant, la balance, quand on parle de technique, qu'est-ce qui est réussi, qu'est-ce qui est un échec? Encore une fois, tout est relatif à ce qu'on veut montrer ou laisser entrevoir à l'intérieur de la photographie. Il y a un mouvement de flou va être intéressant parce qu'on voit qu'il y a un mouvement, puis c'est comme si on suivait le mouvement. Tandis que quand c'est, exemple, on a une belle photo ici qui montre un cycliste, lui est très fixe, mais toute l'arrière est floue. Alors, dans les faits, c'est qu'on sent que ça allait rapidement, lui est figé dans le temps, mais tout l'arrière, quand on le regarde aller, ça nous montre effectivement qu'il y avait une certaine vitesse de mouvement comme tel. Même si la méthode a évolué avec le temps, il existe encore des photographes qui utilisent des caméras argentiques. Puis les anciennes caméras, un peu comme à bobine, je veux dire, en argentique. Alors, certains photographes vont rester encore comme ça. Même qu'il y a une exposition présentement au musée de Charlevoix, à la Malbaie, où c'est Gabor Szilasi qui avait une grosse caméra, là, des anciens modèles, plus que 2,25, je pense que c'était des 4x5, des grands négatifs en noir et blanc. Alors, il a réalisé effectivement une exposition à partir des négatifs qu'il avait pris dans le temps. Alors, ça dépend de ce que l'on recherche pour pouvoir montrer ce que l'on veut montrer dans notre exposition. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les gens s'adaptent à la technologie puis essaient de suivre un peu ce qui se passe. On n'est pas toujours obligé d'être à la dernière page au niveau de la technologie, parce que ça coûte cher, mais l'important, c'est de s'amuser avec ce que l'on a. La prochaine thématique du club touchera la lumière. Pour voir les photographies de l'exposition Action du club de photos de Charlevoix, vous avez jusqu'au 29 janvier prochain. C'est le temps de l'année où plusieurs d'entre nous en profitons pour faire les derniers achats pour les fêtes, mais il existe certaines personnes qui éprouvent des difficultés financières. Le Centre communautaire Pro-Santé est là pour ces gens et organise notamment la guignolée des médias. Pour en parler, voici l'entrevue avec Annie Bouchard, la directrice générale.
Annie Bouchard, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous. ça me fait plaisir. Ça bouge beaucoup au Centre communautaire Pro Santé. D'ailleurs, il y a des travaux d'excavation qui ont commencé dernièrement. À quoi vont servir ces travaux-là? Effectivement, donc ça fait longtemps qu'on l'attend, ça fait Oui. longtemps qu'on travaille sur le projet. Donc, c'est un agrandissement d'une partie de la bâtisse. OK. C'est qu'actuellement, on ramasse des denrées. On a fait beaucoup de travail au niveau des denrées alimentaires pour la récupération alimentaire, Oui. pour bonifier notre banque alimentaire. Donc, on donne des sacs de denrées alimentaires à des gens qui ont une précarité au niveau financier actuellement, vivent un coup dur. Mhm. Et on avait un problème d'espace. On était parfois obligé de dire non. Oh, à ce point-là. Oui, à ce point-là, Wow. donc de refuser de la nourriture. Donc, j'ai beaucoup de misère à refuser quand on a des dons. Juste pour vous donner un exemple, c'était la chasse avec les agents de la protection de la faune. Dès qu'il y a soit du braconnage ou une erreur, donc c'est pas toujours du braconnage, mais juste une erreur, ils envoient l'animal chez un boucher. Nous, on paie le débitage et la viande vient chez nous. OK. Fait que cet automne, on a eu quand même bon nombre d'animaux. Et il a fallu qu'on trouve, parce que là, je ne pouvais pas refuser, là, de la bonne viande comme Oui, ça. l'orignal, chevreuil, ouais. exactement, je ne peux pas refuser. Fait on a placé ailleurs des orignaux parce qu'on n'avait plus de place au centre communautaire. Donc, première étape, donc on fait l'excavation, la fondation. C'est ça. Et après les fêtes, on va commencer à monter les murs et tout ça. C'est un petit agrandissement, donc de 12 par 12, mais qui va nous permettre de mettre frigidaire, congélateur et tablette, parce que je fais 12 par 12 par 12. Donc, on va même utiliser là, l'espace au-dessus des congélateurs. Et là, c'est la guignolée des médias qui arrive. Ce sera le 1er décembre prochain. À quoi ça sert précisément la guignolée? Donc, la guignolée sert vraiment à ramasser beaucoup de dons en argent pour éventuellement là, toute notre année. Donc, oui, bonifier nos paniers de Noël parce qu'on va faire une campagne dans les épiceries là, dans la semaine du 12 décembre OK. pour ramasser les denrées non périssables. Oui. Et avec les sous, on bonifie. Donc, on va acheter tout ce qui est périssable. Du lait, des œufs, bûches de Noël, c'est important. C'est la période des fêtes. Oui. On va avoir des tourtières, on va avoir des fromages, des crotons, des jambons. Donc, tu sais, on va vraiment bonifier. Des bonnes choses réconfortantes, là. Exactement. Et du temps des fêtes, il faut festoyer. Oui. Tout le monde a le droit de festoyer. Et ça coûte cher, là, on le sait, là, le panier d'épicerie. Mais également, ça nous permet de faire une réserve pour le reste de l'année. Donc, on profite de la générosité du temps des fêtes pour ramasser tous ces sous-là. Et nous, à chaque semaine, on achète des denrées fraîches. OK. Donc, c'est important aussi, oui, la récupération alimentaire, mais aussi des denrées fraîches parce que des fruits et des légumes, ça s'effrite vite. Oui. Puis, il faut en avoir, là. Et là, dans Charlevoix, est-ce qu'on a remarqué là, le besoin criant ou un besoin qui a augmenté au niveau de ces demandes-là. De ces demandes-là, oui, tout simplement. Avez-vous remarqué ça? Oui. Je dirais depuis janvier, on le voit. Oui. Habituellement, on a une énorme diminution durant l'été et ça n'a pas diminué. Et actuellement, là, on est en pente que croissante. Donc, c'est à plusieurs demandes par jour qu'on répond actuellement. Donc, autant aux besoins, donc à la semaine là, quotidienne, que pour les paniers de Noël. Nous, les inscriptions pour les paniers de Noël, ça va aller on n'a pas de date limite. OK. Il y a des banques alimentaires qui font des dates limites. Nous, le besoin, parce qu'il y en a qui sont gênés, fait que nous, on prévoit pas de limite. Donc, on s'attend à probablement plus de 150 demandes. Parce qu'actuellement, là, à date d'aujourd'hui, j'ai 115 inscriptions officielles. Mais même. je le sais qu'avec la guignolée des médias, il y a des gens qui font « Hey, c'est vrai, je n'ai pas fait ma demande. » Et souvent, les gens ne savent pas qu'ils pourraient en faire. Tu sais, actuellement, on a un contexte économique très difficile. Oui. Depuis un an, ça ne fait qu'augmenter. L'épicerie augmente, l'essence augmente, donc tous les produits de consommation augmentent, les taux hypothécaires, les taux d'intérêt. Exact. Et voilà. Et il y a des gens actuellement, là, tu sais, souvent je dis, qui a accès? Tu sais, si on est rendu au stade, nous, on n'a pas de revenu limite. C'est-à-dire, cette situation actuelle, ça peut être un besoin juste ponctuel, hein? Un événement, C'est ça, là. Ouais. là, maintenant. Et si on est rendu qu'on paye notre épicerie sur notre carte de crédit, pas pour ramasser les points, mais parce que c'est notre seule solution pour acheter des denrées et qu'on n'est pas capable de la payer la semaine d'après, notre carte de crédit, bien, c'est peut-être parce qu'on est peut-être rendu à demander de l'aide au centre communautaire. Et ce que je dis là, on a beaucoup de gens qui sont à l'emploi. On a des gens aussi qui ont travaillé toute leur vie, pas d'assurance collective, ont un diagnostic de
cancer D'une ou d'une maladie. maladie qui Ouais. fait qu'après 15 semaines, je n'ai plus de chômage. Mhm. Bien, on a ça aussi. Tu sais, un coup dur, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand dans la vie. Tu sais, on a beaucoup l'image de la pauvreté, que la pauvreté, c'est on est sur l'aide sociale, C'est on ça. se laisse vivre par la société. Ouais. Je vous dirais là, que ça, on n'en a pratiquement plus de ces gens-là qui sont sur l'aide sociale et qui demandent de l'aide alimentaire parce qu'avec les HLM, ça les aide énormément Oui, dans leur exactement. budget. Ce qui fait que la précarité financière, le faible revenu, un coût difficile dans la vie, c'est ces gens-là qui vont faire des demandes d'aide alimentaire ou des demandes de panier alimentaire. Exact. Donc, la guignolée des médias est extrêmement importante pour le temps des fêtes, mais pour l'année en général, là, pour les gens, mais pour le centre communautaire également. Là. Exactement. Fait que, tu sais, c'est jeudi le 1er décembre, on est sur le coin du IGA Oui. et sur le coin de Desjardins. Je vais avoir 2 équipes de bénévoles. On va être là de 7h à 9h le matin et de 11h à 1h. Prévoyez vos sous. Oui, C'est des 1 des de 2 monnaie. des 5 ce que vous êtes capable de donner. Et si vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. Faites-nous un beau bonjour, dites-nous un joyeux Noël, ça va nous faire plaisir. C'est pas une obligation. Non. Mais soyez gentils envers nos bénévoles qui vont passer la journée. Exact. À l'extérieur, vous avez combien de bénévoles pour cette journée-là? Je sais jamais, parce qu'il y a les pompiers Oui. qui sont avec nous. Donc, c'est eux autres qui recrutent leurs pompiers. OK. J'ai les ambulanciers qui sont avec nous. J'ai les médias, donc les différents médias, TVCO, CIHO, le Charlevoisien. Et j'ai des gens, donc autant l'équipe d'employés du centre communautaire que des bénévoles du centre communautaire qui vont être présents. Donc, on souhaite beaucoup d'argent. On souhaite le don généreux cette année, encore une fois. Vous aviez ramassé combien l'année passée? On était autour de 10 500. Je n'ai pas le chiffre exact, je n'y ai pas pensé ce matin, mais on est autour de 10 500 l'année passée. C'était notre plus haut montant là, accumulé dans les dernières années. Donc, on souhaite un peu plus cette année. J'espère, et en même temps, je comprends le contexte économique. Oui, Donc, fait. tu sais, j'ai pas d'attente particulière. C'est peut-être pas nécessairement cette année que je vais, parce que tous les dons sont bons, peu importe. Puis on y va avec le contexte aussi économique. On est conscient. Mais les gens viennent aussi parfois donner des dons directement au centre communautaire. Fait que ça aussi, ça C'est fait possible. partie. Oui, Ouais. c'est possible. On remet des reçus de charité aussi. Fait que, tu sais, dès que tu as 20 et plus, ça vaut peut-être la peine de venir chercher ton reçu de charité là, pour l'impôt là, l'année prochaine. Annie Bouchard, en terminant, si on veut suivre vos activités, si on veut donner, comment on fait? Bien, on peut soit nous appeler, mais ce qui est facile, c'est qu'on a un Facebook. Donc, une page Facebook, Centre communautaire pro-santé, tout simplement. Abonnez-vous à notre page, suivez-nous. On est de plus en plus actifs parce que notre belle jeunesse, notre belle jeunesse sont plus actifs que nous autres, donc qui nous font des beaux posts, des belles publications. OK. Bon, un terme français, voilà. cherchez mon terme français. Donc, des belles publications. Donc, suivez-nous sur notre page Facebook. Parfait. Alors, on invite les gens le 1er décembre à donner, à venir en personne ou au Centre Pro-Santé. Annie Bouchard, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul présente 2 nouvelles expositions temporaires du 26 novembre au 4 juin prochain. La conservatrice éducatrice du musée, Patricia Aubé, nous explique. Denis Junot, c'est un artiste très important là, dans l'histoire de l'art et qui s'est beaucoup intéressé à l'abstraction géométrique. Donc, en fait, on va voir ça là, en regardant l'exposition. L'exposition s'appelle « Territoire de recherche » parce que, et c'est territoire au pluriel, en fait, c'est les territoires de recherche, dans le sens où Denis Junot a eu plusieurs moments importants de sa carrière et c'est ce qui est représenté là, dans cette expo. On ne peut pas dire que c'est une exposition rétrospective, mais avec cette idée-là des territoires de recherche, on a vraiment les moments forts, en fait, de la carrière de Denis Junot.
ici, on parle de la période là, un petit peu plus associée à l'abstraction géométrique. Donc, c'est vraiment... en fait, Denis Junot, c'est un peu comme un scientifique, si on veut, là. Donc, il va vraiment travailler de façon très, très méthodique. Alors, comme je disais, il va vraiment jouer avec les proportions, avec les formes, les couleurs, pour essayer d'aller chercher quelque chose. Et puis, il y a différentes façons, en fait, de travailler. C'est assez intéressant quand on regarde les œuvres de près, parce que dans ses premières œuvres là, plus géométriques, l'artiste là, travaillait vraiment avec un crayon, il traçait avec son pinceau, tandis qu'un petit peu plus tard, il va utiliser vraiment le masking tape. Il y a beaucoup d'artistes là, qui vont utiliser ça pour avoir vraiment les lignes les plus droites possibles. Donc... Les médiums qu'il utilise, c'est principalement là, de la peinture, mais il a quand même fait un petit peu de sculpture, donc toujours dans cette idée-là de recherche. Donc, on en a un petit peu là, autour de moi, mais évidemment, on est encore dans la même dynamique un peu là, avec les formes géométriques. Là. Donc, Étienne Saint-Amand, il a une démarche assez particulière qu'on ne voit pas souvent, en fait, dans les expositions d'art. En fait, c'est un artiste, on pourrait dire, autodidacte, parce qu'il a une formation, lui, en sciences. Donc, il a vraiment là, un bac et une maîtrise spécialisée en sciences. Il a travaillé pour l'Université de Sherbrooke et en travaillant, il a fait ce qui était un petit peu le début de son processus, c'est qu'il avait pris des images, en fait, de son cerveau et il les a retravaillées par la suite pour créer quelque chose d'esthétique. Donc, un nouveau monde, finalement, qui était créé à partir de ces images-là. Ça a été un petit peu le début de sa carrière artistique, si on veut. Et pour l'exposition qu'on voit ici, c'est assez fascinant parce que toutes les œuvres, elles sont créées numériquement, mais à partir de formules mathématiques. Il va vraiment partir de formules mathématiques. On a même un livre là en haut avec toutes les formules qu'il a pu utiliser. Et ensuite de ça, avec un programme qu'il a, bien, il va réussir à créer des œuvres qui vont parfois ressembler justement à des paysages, des lieux un peu imaginaires. Il y en a que ça fait un peu penser à la science-fiction. Et ce qui est particulier, c'est que s'il change une seule donnée de ces formules mathématiques, bien évidemment, ça va changer complètement le résultat. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec son programme, l'image, en fait, peut être presque infinie. Hein? Et donc, lui, il va choisir de cadrer, par exemple, une partie qu'il trouve un petit peu plus intéressante. Et je pense que l'artiste veut aussi garder une part de mystère. Et on pourra prendre peut-être des images tantôt en haut de son livre mathématique avec ses formules. Moi, ça me faisait penser un petit peu au langage de la programmation informatique aussi, tu sais, où si on change une donnée, justement, il va y avoir des différences. Là. C'est tout pour ce bulletin. J'espère que ça vous a plu. Au nom de toute l'équipe, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.